bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents à cette masterclass sur les risques du métaverse. Alors, je me présente donc Alex Forner, étudiant à l'école de guerre économique, avec mon camarade William Jean Robin. Donc, nous, on est spécialisés en intelligence économique. Cette masterclass, elle va s'inscrire dans un projet plus large qui nous a été mandaté par Philippe Lavaux, secrétaire général de l'Agora 41, donc un centre de réflexion sur les enjeux du numérique. Donc notre projet global s'intitule La sécurité numérique de l'État face au métaverse. Et en fait, tout d'abord, le métaverse, tout le monde a entendu parler, mais nous, on a voulu retourner aux doctrines pour savoir de quoi il parlait. Donc on a multiplié les entretiens, on est allé voir certains mondes virtuels pour essayer de comprendre ce qu'il en était. Et tout d'abord, on a commencé par analyser certains mondes virtuels qui ne sont pas pour autant des métaverses, mais qui peuvent être amalgamés à cette notion-là. Et on a commencé par en établir une typologie. Et cette typologie, on l'a divisée en deux parties. Donc le champ des possibles que vous voyez en abscisse, donc ce qui est possible de faire actuellement. Et enfin, la vision de ces mondes virtuels, donc ce qu'on pourra faire dedans à moyen et long terme. Cette typologie, elle nous a permis d'établir plusieurs familles que je vais vous présenter. Et la première, ça va être les mondes virtuels qui font des simulations réalistes du réel. Donc vous reconnaissez Flight Simulator, dans lequel vous pouvez prendre le contrôle d'un avion. Et peut-être que vous avez entendu parler du métaverse de Séoul ou encore Sharjah, celui des Émirats Arabes Unis. Donc le premier point commun de ces mondes, c'est qu'ils font une reproduction réaliste du réel. Et pour les deux métaverses des villes que vous voyez ici, ils vont être contrôlés par la puissance publique. L'autre point commun autour de ces trois mondes virtuels, c'est qu'il y a peu de cas d'usage finalement. Donc on va être cantonné à une seule activité. Donc pour Flight Simulator, ça sera un avion. Pour le métaverse de Séoul, ça sera simplement remplir des papiers administratifs ou faire des visites culturelles. Et exactement la même chose pour celui des Émirats Arabes Unis. Et finalement, en fait, leur objectif pour ces mondes virtuels, ça va être de faciliter les usages que l'on a déjà dans la vie réelle, donc que ce soit pour le tourisme ou pour la formation ou pour l'administratif. Donc la deuxième famille qu'on a identifiée, c'est la famille issue du monde des jeux vidéo. Donc vous reconnaissez peut-être Sandbox, Fortnite ou Second Life. Cette famille-là, elle repose avant tout sur les utilisateurs. Le but de ces mondes, c'est d'en avoir le plus possible. Et ces utilisateurs sont en constante interaction et vont disposer d'un fort degré de communication entre eux. Alors au début, il y a peu de cas d'usage dans ces mondes virtuels. Ils sont liés à l'histoire du jeu en lui-même. Mais au fur et à mesure où ces utilisateurs vont jouer à ces jeux, ils vont commencer à développer de nouveaux cas d'usage. Par exemple, dans Fortnite, on avait vu le concert de Travis Scott pendant la période Covid qui avait bien marché. Dans Minecraft, certains avaient créé un ordinateur à l'intérieur du monde virtuel. Ou encore dans Second Life, où certaines personnes avaient créé des donjons sexuels en altitude. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ces mondes virtuels-là, l'utilisateur, avec son avatar, il va disposer d'une liberté intéressante pour détourner les cas d'usage initialement prévus. Donc la troisième famille, elle est issue du monde du chat et du divertissement, avec les deux ténors qui sont Utterverse et VRChat. Et là, il y a trois aspects qui vont les relier. Ça va être tout d'abord la liberté de création qui est offerte aux utilisateurs, le degré de communication extrêmement important, et enfin la capacité d'immersion pour les utilisateurs. Donc, par exemple, dans VRChat, vous pouvez y accéder avec un casque de réalité virtuelle, mais aussi avec des gants et une combinaison haptique, ce qui va renforcer votre intérêt pour le jeu et votre immersion au sein de celui-ci. Et en fait, cette grande liberté de création et cette capacité d'immersion, elle permet aux utilisateurs de détourner les cas d'usage. Et là, on peut en imaginer de nouveaux, voire hors du cadre légal et éthique. Donc, par exemple, dans VRChat, on a vu se développer des réseaux de prostitution, certains abus de mineurs ou encore des sectes qui sont apparus dans ce monde virtuel. Et la dernière famille, bien sûr, dans cette typologie des mondes virtuels, c'est la famille des leaders, que sont Meta et son pendant chinois Baidu. Donc pour Meta, ça va être le monde virtuel Horizon World et pour Baidu, ça va être Shizhen. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va bien illustrer la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Alors, ce sont deux entreprises qui ont un pouvoir énorme, que ce soit en influence ou en capacité de développement technologique.
Mais pour autant, leur monde virtuel peine réellement à se développer. Ils ont très peu d'utilisateurs. Les cas d'usage sont très limités et l'immersion également est très limitée. Donc, par exemple, dans Horizon World, votre avatar n'aura même pas de jambes, ce qui va finalement affaiblir la capacité d'immersion et la capacité d'incarnation vis-à-vis de votre avatar. Mais pour autant, il y a quand même une réelle volonté de révolutionner l'usage du numérique. C'est notamment le cas pour Xi Jinping. Si vous regardez sa doctrine, il veut un métaverse global qui prendrait tous les pans de la société. Et une fois qu'on a pu analyser ces différents mondes virtuels, il a fallu établir certains critères de ce que pourrait être le métaverse. Donc ces critères, on les a établis tout le long de nos entretiens avec des gens de l'industrie, des gens de l'industrie du jeu vidéo, des universitaires, des spécialistes des nouvelles technologies. Donc le premier critère qu'on a défini, c'est le noyau. Donc les critères les plus importants pour les métaverses. Donc 75% des gens qu'on a intéressés nous ont dit que l'immersion était le critère le plus important pour que ce soit un métaverse. Pareil pour la persistance, la synchronicité, qui sont tout autant des critères importants. La deuxième famille de critères est celle qui va toucher à l'expérience utilisateur. Donc plus vous allez améliorer ces critères-là, plus l'utilisateur va développer un réel plaisir pour le jeu et va vouloir y rester et inviter d'autres utilisateurs. Enfin, la dernière famille de critères est le modèle économique, c'est-à-dire comment vont s'opérer les échanges commerciaux dans ces mondes virtuels. Est-ce qu'il va y avoir une monnaie en blockchain ou est-ce qu'il va y avoir des tokens tout simplement. Et une fois qu'on a tous ces critères, on peut essayer d'établir une définition pour une notion qui est encore assez floue. Donc, petit rappel, il est encore trop tôt pour parler de métaverse abouti et il n'y aura sûrement pas un métaverse unique pour des raisons technologiques avant tout. Mais pour autant, on peut établir des premiers points de définition. Donc, ça sera un espace virtuel accessible au grand public, immersif, persistant et synchrone. Donc, dans lequel une liberté de déplacement et de création sera offerte. Et l'utilisateur, avec son avatar, va pouvoir y interagir avec les autres utilisateurs et surtout avec son environnement. Mais nous, on s'est intéressé au risque de ces métaverses et de ces mondes virtuels. Et pour nous, le métaverse, ce sera avant tout un potentiel lieu de conflictualité entre les différents utilisateurs, que ce soit des individus, des entreprises légales ou criminelles, ou même encore des États. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans ces différents mondes virtuels. Hop. Donc on a décidé d'établir une matrice des risques selon deux effets, les effets qui seront immédiats et les effets à long terme. Donc nous on a décidé de découper cette matrice en fonction de l'échelle d'impact et de savoir si le risque était externe ou intentionnel, et on s'est plus particulièrement intéressé aux événements impactants et intentionnels. Et vous pouvez voir que sur ces différents risques, certains ont déjà été observés dans des mondes virtuels. Donc, par exemple, le harcèlement ou le viol ont été reconnus donc, dans Horizon World de Meta. On l'a aussi vu dans VRChat. Mais ce sont des risques qu'on pourrait très bien imaginer avec des effets tout de suite dans d'autres mondes virtuels. Ça, ce sont pour les risques à effet immédiat. Et concernant les risques à effet à long terme, petite coquille là-bas, vous m'excuserez, pareil, nous sommes intéressés aux risques intentionnels. Et là, ce sont des conflits qui vont avoir un effet plus diffus dans le temps, comme le formatage de la pensée ou l'encerclement cognitif. Et finalement, qu'ils soient à court terme ou à long terme, ces conflictualités vont avoir un point commun que l'on a représenté par le petit symbole du cerveau que vous voyez juste ici. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet sur la perception et le traitement de l'information de l'individu. Donc autrement dit, sur le cerveau de l'utilisateur. Donc on revient à notre hypothèse que les métaverses seraient donc le théâtre de conflictualité cognitive. Et je vais laisser William vous expliquer ce qu'est cette nouvelle conflictualité. Merci Alex pour la présentation de notre sujet. Alors avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît, si vous avez déjà entendu parler du concept de guerre cognitive? D'accord. Bon, vous n'êtes pas nombreux. Je suis content, j'espère que je vais pouvoir vous apprendre quelque chose de nouveau cet après-midi. Alors,
pourquoi je viens vous parler de ça aujourd'hui? Parce que la guerre cognitive, en fait, ça touche tout le monde, parce que vous l'aurez compris en voyant à la fois le concept, mais aussi l'image, tout le monde est impacté, parce que tout le monde a un cerveau. Assez logique. Et pour schématiser ça de façon plus claire, on a décidé de faire un schéma, justement, qui montre comment le domaine cognitif est aujourd'hui au cœur des logiques de conflit. Donc, on a bien sûr d'abord les actions armées, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles dans le domaine physique, qui vont bien sûr impliquer des destructions matérielles, par exemple, ou bien des pertes civiles. On a ensuite le domaine informationnel qui va couvrir la diffusion de fausses informations, par exemple, le contrôle de l'information ou la manipulation de l'information. Et ensuite, on a le domaine cognitif qui se trouve au carrefour des deux précédents, et qui va cibler directement l'esprit humain et qui va exploiter notamment des vulnérabilités cognitives telles que, par exemple, les biais cognitifs. Vous connaissez peut-être le biais de confirmation notamment, et donc qui vont influencer nos pensées et influencer nos comportements. Et pour le rendre encore, enfin pour illustrer ce schéma, on a choisi de reprendre un exemple, celui du 11 septembre, donc qu'ont subi les Américains, les États-Unis, pardon, ce jour-là. D'abord une attaque sur leurs infrastructures avec des pertes civiles, des pertes matérielles. Et ensuite, dans le domaine informationnel, on a bien sûr la revendication de ces attentats, avec ensuite une diffusion massive, que ce soit des images de New York dans les cendres, des 2 tours éventrées, ou bien des civils sidérés, apeurés, en pleurs dans les rues de New York. Mais quel était l'effet final recherché de cette attaque? C'était de terroriser la population américaine, de terroriser les civils occidentaux. Et ce tableau, donc, qui est tiré d'une étude du Pew Research Center, une étude qui a été menée 1 an après les attentats du 11 septembre, montre comment cette attaque a modifié les comportements des Américains, autrement dit comment la peur a bien été instillée au sein des populations américaines et donc ont modifié leur structure de pensée et leur réalité à tous. Et donc, pour définir la guerre cognitive, on a repris la définition qu'a donnée Alvaro Pastor, un chercheur espagnol. La guerre cognitive, c'est une guerre contre la structure de la pensée, comme je le disais, une guerre contre les représentations de la réalité de chacun. Et donc là, vous êtes sûrement en train de vous demander quel est le lien avec le métaverse. Eh bien, notre hypothèse, justement, c'est que les métaverses, ce seront potentiellement et sûrement les terrains les plus propices au développement des conflits cognitifs, comme on vient de le montrer. Parce que, qu'est-ce que la finalité d'un métaverse? C'est de permettre à un utilisateur, à un individu, d'interagir physiquement avec un environnement artificiel. Et donc, pour pouvoir interagir, il va falloir être en immersion. C'est un des critères qu'a donné Alex précédemment. Et il y a aussi le critère de persistance qui va être important parce qu'il va donner de l'impact, notamment à un événement, à une action. Et le critère de synchronicité qui constituait tout à l'heure le noyau, la famille de noyaux dans nos différents critères. Et cette représentation du réel à travers les métaverses, elle va notamment passer par l'utilisation de technologies immersives telles que le casque de réalité virtuelle ou bien les gants haptiques. Tout ça pour multiplier les stimuli sensoriels, pour donner l'impression du réel à l'utilisateur. Et justement, ce concept de multisensorialité est au cœur de la dimension cognitive des conflits de demain qui se dérouleront dans les métaverses. Et pour que ce soit un peu plus parlant, on va prendre l'exemple du concept d'incarnation. Donc, c'est un concept de psychologie cognitive qui renvoie à la sensation pour un individu de se sentir présent physiquement dans un environnement artificiel. Et l'incarnation, c'est sûrement le meilleur exemple qu'on puisse utiliser pour montrer comment le cerveau est facilement dupé, trompé à travers la réalité virtuelle. Et on a repris justement une expérience qui a été menée en 2007 par Legan Hager. Les participants en fait avaient un casque de réalité virtuelle et voyaient leurs propres avatars. Et les chercheurs stimulaient donc le vrai dos des participants et en même temps montraient cette simulation à l'écran sur les avatars. Donc, d'une part, le premier résultat qui en est sorti, c'est que les participants se sont sentis incarnés, ont rapporté se sentir incarnés dans ces avatars. Mais la partie intéressante, c'est surtout lorsque les chercheurs ont menacé les avatars avec des couteaux dans les métaverses, dans le monde virtuel,
que les participants ont rapporté ressentir de la peur. Et il y a eu des réponses physiques, que ce soit de la transpiration ou bien physiologiques avec l'accélération du rythme cardiaque qui ont été rapportées. Donc ça, typiquement, si on se rapporte aux exemples qu'a donné Alex tout à l'heure concernant les agressions dans les différents métaverses, ça montre bien les impacts psychologiques que peuvent avoir les agressions, les conflictualités qui vont se dérouler dans les métaverses et qui ont déjà eu lieu dans certains. Et justement, concernant les aspects psychologiques, vous avez aussi peut-être entendu parler des expériences qui étaient menées dans le cadre clinique ou thérapeutique pour, par exemple, surmonter des syndromes post-traumatiques ou alors pour aider certaines personnes à lutter contre leurs peurs les plus profondes. Et encore une fois, notre point ici, c'est de dire que s'il est possible d'aider les gens avec les métaverses, d'aider les gens grâce à la réalité virtuelle, potentiellement, il est aussi possible de simuler des expériences extrêmement traumatisantes qui vont faire ressurgir, qui vont faire ressentir des émotions particulièrement puissantes, notamment la peur ou la colère, qui auront des effets durables à long terme sur la cognition des êtres humains, la cognition tout simplement. Et justement, l'évolution. Et là, on vous parle d'expériences qui ont été réalisées avec des technologies soit datées, soit d'actualité. Mais pensez demain, avec l'évolution des des technologies immersives, des casques de réalité virtuelle augmentée par exemple, ou des combinaisons haptiques intégrales, on en revient au concept de multisensorialité qui va vraiment immerger de plus en plus l'individu dans les différents espaces virtuels et renforcer ce sentiment d'incarnation et donc, bien sûr, tous les impacts psychologiques qui vont découler d'expériences potentiellement traumatiques qu'on voudrait infliger à X ou Y individus. Et pour finir, je vais prendre 3 exemples un peu plus concrets potentiellement de guerre cognitive dans les métaverses, notamment la propagande. Pourquoi la propagande ? Parce que c'est un aspect clé quand on parle de guerre cognitive. La propagande, c'est l'idée de diffuser massivement une idée ou une opinion à travers la population, à travers l'opinion publique. Elle cherche à cible la représentation de la réalité de chacun. Elle veut l'influencer, elle veut la manipuler. Et donc, on en revient encore une fois à la définition de la guerre cognitive qu'on a repris d'Alvaro Pastor tout à l'heure. Et la propagande a beaucoup évolué avec les nouvelles technologies, ou bien même, si on se replonge dans le passé, on est passé de sculptures. Là, vous avez une affiche, mais avant, il y avait bien sûr des sculptures, des simples dessins. On est ensuite passé au cinéma. Et aujourd'hui, un des meilleurs vecteurs de propagande, c'est bien sûr les réseaux sociaux, parce que ça permet de diffuser des informations fausses ou des informations manipulées de façon extrêmement rapide et à une échelle extrêmement importante. Et si on en revient au métaverse, en fait ici c'est l'idée que le potentiel de manipulation des esprits sera décuplé à travers les métaverses, notamment parce que la multisensorialité, le principe d'incarnation vont venir renforcer le sentiment de présence dans une expérience des individus. C'est-à-dire qu'ils ne verront plus simplement, comme ici, en fait, les sens qui sont stimulés à travers ces différents vecteurs, ce sont simplement la vue et l'ouïe. Mais demain, on aura potentiellement le toucher. Et même dans le monde physique, les études montrent que quand on stimule également le toucher, il y a un impact assez important sur la cognition. Pensez par exemple aux fonctions cognitives telles que l'apprentissage ou l'engagement dans une action, la perception d'une expérience. Et donc avec les métaverses, le fait de se sentir incarné, le fait de stimuler plus de sens va permettre de donner une puissance bien plus importante à la propagande. Et un des autres leviers sur lesquels va se baser la propagande dans les métaverses, ce sera l'utilisation des données collectées à travers les différentes technologies immersives. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Cambridge Analytica, qui a montré comment les nouvelles technologies permettaient d'établir des profils psychologiques des individus et d'orienter leurs comportements, leurs actions dans les mondes réels. Et là, encore une fois, on parle de données certes importantes, mais demain, avec les casques de réalité augmentée, les gants haptiques, les combinaisons haptiques potentiellement, on aura des données bien plus importantes. On saura où est-ce que les gens regardent, avec qui ils interagissent, comment ils interagissent, combien de temps ils interagissent avec eux, comment ils parlent, etc. On peut même potentiellement imaginer l'intégration d'électroencéphalographes dans les casques. Ça s'est déjà vu, certains amateurs ont cherché à faire cela directement à l'intérieur des casques pour pouvoir monitorer l'activité cérébrale des individus en temps réel. Donc là, on aura directement
la réaction en temps réel des individus aux différents stimuli qu'on cherchera à leur proposer. Et si on en revient, à la propagande, donc, une fois qu'on aura collecté toutes ces données, quelles seraient les finalités? Toujours dans le cadre de la propagande. Bien sûr, de proposer des expériences personnalisées, choquantes, traumatisantes, par rapport aux différents stimuli des individus, par rapport aux différents griefs, émotions, et à la connaissance qu'on aura des individus. Et le dernier point que je souhaitais aborder, c'est un cas extrême, on pourrait dire, de la propagande, c'est l'endoctrinement. Donc, on a choisi de revenir sur l'attentat terroriste perpétré par Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande sur 2 mosquées. La particularité de cet attentat, c'est qu'il a été diffusé en live, premièrement. Enfin, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça a été filmé à la première personne, en fait. Et d'une part, on a déjà cette, entre guillemets, immersion dans l'action. Mais le plus grave, c'est que des individus ont reproduit cette expérience, ont simulé cette expérience à travers des jeux vidéo. Et notamment dans un des métaverses qu'on a identifié, qu'Alex a mentionné tout à l'heure, dans Roblox notamment. Et là, vous voyez sûrement où est-ce que je veux en venir, c'est que là, on parle d'un jeu vidéo dont la qualité est assez médiocre, mais imaginez demain quand la simulation sera totale, complète, avec des combinaisons haptiques intégrales, avec des détecteurs de mouvement, etc. Bref, toutes les briques technologiques auxquelles vous pouvez penser, on vivra l'expérience. Et dans ce cadre, quel serait l'impact psychologique, cognitif, d'expériences similaires, simulées de cette façon dans les métaverses? Comment le sentiment de présence impactera les émotions? Comment le sentiment d'incarnation impactera l'impact psychologique, que ce soit sur les victimes ou bien sur les agresseurs? Les émotions qui vont en sortir seront bien sûr décuplées étant donné qu'ils vivront l'action. Et dans ce sens, bien sûr, il y a potentiellement si on prend ce cas-là, il y a potentiellement une fascination malsaine pour ces actes qui va se développer, étant donné qu'il y aura une identification du phénomène, du concept d'incarnation et de la multisensorialité, qui va banaliser la violence et potentiellement conduire à l'adoption de comportements violents dans la vraie vie, dans la mesure où la frontière entre le réel et le virtuel sera de plus en plus floue, grâce, encore une fois, à l'incarnation et à la multisensorialité. Merci. Attendez, un petit mot de conclusion, je suis désolé. Je vais revenir sur les récentes annonces de Mark Zuckerberg. Donc, vous l'avez sûrement entendu, qui a licencié donc 10 000 personnes de son entreprise Horizon World et qui a annoncé un recentrage du budget vers l'IA. Donc, on voit qu'en fait, avec donc cette notion de métaverse, il y a une sorte d'effet méta. Donc, c'est-à-dire qu'on va croire que tout ce que Meta fait, c'est exactement ce qui va se passer pour le métaverse. Mais en fait, si on regarde plus précisément, donc en parallèle des annonces, il y a un développement conséquent donc des mondes virtuels, des cas d'usage que l'on peut y faire à l'intérieur, mais aussi des nouvelles technologies qui vont donc permettre plus d'immersion. Donc, je vais vous remettre les critères que l'on a identifiés. Donc, en ce moment, il y a donc des nouvelles technologies qui sont développées, notamment les entreprises de Facebook, qui développent des gilet haptiques ou même des casques de réalité virtuelle beaucoup plus performants. Mais le risque, c'est qu'au vu des conflictualités donc déjà existantes et dans certains mondes virtuels, nous, on estime que les métaverses donc aboutis de demain seront les théâtres d'opération de la guerre cognitive. Et en fait, cette guerre cognitive, son intensité et son efficacité, elle va se mesurer à travers son utilisation et son influence sur ces différents critères-là. Donc nous, notre étude était une étude d'analyse de risque et de prospective. Et compte tenu de tous ces risques, donc, pour nous, il est indispensable de penser une analyse globale et une analyse de risque autour des métaverses, et donc de prévoir un cadre de régulation afin de ne pas se voir être dépassé par les technologies et par les cas d'usage à l'intérieur de ces mondes virtuels. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Alex Forner et William Jean Robin. Il est temps pour nous de poser des questions, si vous en avez. La première est toujours la plus délicate. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, suite à cet échange? Monsieur. Bonjour. Alors, je voudrais savoir en fait quelle probabilité vous estimez pour la ruée vers la virtualisation
que vous décrivez là, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait certain qui va se produire, ou bien est-ce qu'il n'y a pas finalement des scénarios dans lesquels ça pourrait ne pas se produire, la montée vers ces mondes virtuels? Et peut-être qu'il n'y a pas aussi des freins de type tout bêtement consommation en termes consommation CO2, etc. quoi. Alors, c'est une très bonne question. Donc, sans vouloir faire Madame Irma, mais je pense qu'il y a quand même une direction que l'humanité prend vers une numérisation et une surtechnologisation dans tous les usages sociaux. Après, la question de la consommation d'énergie, la question de l'environnement est très intéressante. Pour le coup, on n'a pas réussi à trouver d'études qui viendraient montrer que la hausse de la consommation d'énergie se dresserait comme un frein à l'usage des nouvelles technologies. Je sais qu'il y a le Shift Project de Jean Covici qui s'intéresse à la consommation énergétique de ces nouvelles technologies. Mais concernant les technologies métaverses, on n'en a pas trouvé. Et finalement, le seul frein qu'on y voit pour le moment, c'est le scepticisme de tous les utilisateurs. Donc pour le moment, on ne voit pas vraiment ce qu'on pourrait y faire. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a une part importante de la population, notamment chez les jeunes, qui vont de beaucoup plus. VRChat, c'est je crois que c'est 5 ou 6 millions d'utilisateurs par exemple, et il y a quand même toujours une addiction parfois saine aux jeux vidéo. Donc je pense que pour le moment, il y a peu de freins au développement de ce numérique. Monsieur? Merci beaucoup. Sur votre dernière image à propos de la reproduction de l'attentat de Christchurch, on se place du côté du terroriste, mais si on pousse l'expérience jusqu'au bout, on peut imaginer une mosquée dans le métavers avec des gens qui seraient en immersion, en train de prier, etc., et qui seraient eux-mêmes en direct victimes de quelqu'un qui viendrait reproduire dans le métavers ce qui s'est passé dans le monde réel. Alors d'abord, est-ce que vous avez poussé cette réflexion jusque-là? Et ensuite, est-ce que vous avez interrogé des juristes? Et ça fait lien avec, vous avez parlé du viol, il y a eu cette affaire de personnes qui s'est plaint d'avoir été victime d'agressions sexuelles dans le métavers. Est-ce que vous avez interrogé des juristes et quel recul eux ils ont par rapport aux pratiques qui seraient illégales dans la vraie vie? Et comment eux, ils traitent cette question, comment ils l'appréhendent? Alors, merci pour cette question. Je vais répondre à la première partie, je laisserai Alex développer sur la seconde. Effectivement, on a imaginé le cas de l'agressé. Donc là, vous avez pris le dernier exemple dont on a parlé. Et il y a déjà des technologies, les combinaisons haptiques, par exemple, si vous avez déjà joué à certains FPS, les jeux de tir à la première personne, il y a justement des briques qui sont développées pour ressentir justement, par exemple, l'impact des balles, etc. Donc c'est déjà quelque chose qui peut se faire en matière d'immersion pour l'utilisateur. Donc effectivement, c'est fort probable d'imaginer que si je sais pas, on est dans un monde virtuel tranquillement, vous avez pris l'exemple de la prière par exemple, en fait ça repose sur l'utilisation d'autres critères, notamment l'interopérabilité. Ça supposerait qu'un individu puisse rentrer directement dans le monde qui a été créé par le premier individu et ensuite pourrait lui faire subir des atrocités. Et effectivement, pour ce qui est de l'impact psychologique, pour l'instant, ça n'a pas été, on n'a pas trouvé de cas donc pour évaluer cet impact psychologique, mais en termes d'immersion, selon justement l'immersion et le degré d'incarnation qu'aura, parce qu'il y a encore cette barrière potentiellement psychologique que l'individu peut avoir, notamment en raison du scepticisme initial quand il rentre dans le monde virtuel. Mais il y a plusieurs barrières, mais d'après nous, l'impact psychologique au vu des expériences qui ont déjà été menées sur, par exemple, je reviens sur l'exemple dans le cadre clinique de surmonter des syndromes post-traumatiques, par exemple, se remémorer ce genre d'événements, ça aide. Et donc potentiellement choquer un individu avec une action terroriste inattendue et extrêmement brutale, ça pourrait avoir des impacts psychologiques particulièrement néfastes et durable surtout. C'est surtout l'enjeu de la durée qui est important. Merci. Bon, un dernier mot. Oui, juste sur l'aspect juridique, on s'était entretenu avec donc un juriste qui avait participé au rapport de la mission exploratoire du gouvernement donc sur les métaverses. Et pour autant, pour le moment, les recommandations juridiques sont un peu au point mort, étant donné que
En fait, il faudrait qu'il y ait une synergie intellectuelle entre des juristes, le gouvernement et des spécialistes de la technologie. Et c'est quelque chose qui peine à démarrer pour le moment.